Bienvenue dans ce nouvel épisode du PaniniCast, le podcast des éditions Panini Comics. Je suis Aurélien Vives, le community manager de Panini, et avec moi, comme à chaque fois, il y a mon compère Émile Marambert qui, du coup, Émile, quel est ton poste chez Panini? Alors, je suis chef des ventes junior, donc je travaille au commercial. Et en fait, tous les deux, on adore vous parler de nos coups de cœur de chaque mois. Mais aussi, on aime bien revenir régulièrement sur un personnage ou un auteur. Ici, l'occasion était trop belle, c'est les 60 ans de Daredevil. On en allait vous parler du coup de l'homme sans peur. Alors, pour commencer, c'est qui, ou plutôt, c'est quoi Daredevil? Eh ben, Daredevil, à la base, c'est Matt Murdock, un jeune garçon, fils de boxeur, un prolo, hein, donc, qui, lors d'un accident qui se passe dans la rue près de chez lui, reçoit des produits chimiques qui vont lui faire perdre la vue et qui vont augmenter par contre ses autres sens et notamment développer chez lui un sens supplémentaire, un sens surhumain, qui est un sens radar qui lui permet du coup de se repérer dans l'espace quasiment comme s'il avait encore la vue. Et ce qui va se passer déjà parce que bon, il reçoit ces produits chimiques, notamment parce qu'il essaye de sauver quelqu'un qui était sur le point de se faire renverser. Et dès son plus jeune âge, il a ce sens exacerbé de la justice, hein, comme quoi il n'a pas que des super sens, il a aussi ce sens de la justice. Et il va suivre une carrière d'avocat, peut faire des études de juriste, etc., etc. Et cetera. Et rencontrer au passage celui qui va devenir non seulement son meilleur ami, Foggy Nelson, mais aussi je ne sais, son partenaire, voilà, dans la fondation de leur cabinet d'avocats. Et c'est là aussi qu'il va avoir Karen Page. Donc en fait, on a tout ce setup, on va dire, sur le fait qu'on a le héros avocat déjà. La justice est aveugle, etc., etc. On voit bien l'idée. Et en voyant les manquements que la justice peut faire dans sa carrière d'avocat, bah, il va développer cette autre volet de sa personne qui est le super-héros, donc Daredevil, qui va être le justicier que Matt Murdock, l'avocat, ne peut pas être. Et son nom donc de Daredevil, ce qui signifie en anglais casse-cou en fait, hein, lui vient justement de son père boxeur qui avait ce surnom en tant que boxeur. Alors, comme beaucoup de personnages, c'est un personnage qui est co-créé par Stan Lee, et comme beaucoup de Oh, personnages, quelle surprise! Et comme beaucoup de personnages aussi, il a une genèse, on va dire, plurielle. Déjà parce que il correspond à ce que voulait faire Stan Lee, à savoir des super-héros avec des super problèmes. En l'occurrence, pour Daredevil, il est aveugle. Et pour créer le perso, il va, Stan Lee, se baser sur les idées de plusieurs artistes, donc notamment Jack Kirby, un des grands dieux du comics, qui va imaginer le Lasso Khan et qui va dessiner la couverture. Il va aussi se baser sur les dessins de Bill Everett, qui avait dessiné Namor avec lui. Et il va aussi être ancré par rien de moins que notamment Steve Ditko, un des dessinateurs réguliers de Spider-Man, et co-créateur du personnage d'ailleurs. Puis ensuite, Daredevil, c'est un personnage qui, jusqu'à Frank Miller, on en reparlera un peu plus tard, n'avait pas forcément des ventes qui étaient énormes, mais qui étaient quand même constantes. Ce qui fait que du coup, c'était un peu le personnage sur lequel les auteurs, qu'ils soient dessinateurs ou scénaristes, pouvaient faire leurs armes, voire filer un coup de main, passer sur le titre, sans que ça crée trop de problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve au début donc des premières séries d'Ardeville une succession de dessinateurs comme Wally Wood ou alors Jill Kane ou entre autres en termes de scénaristes Jerry Conway, Steve Gerber. le fait est que c'est vrai que sur les premières années de Daredevil, c'est un personnage qui n'a pas encore cristallisé complètement le ton qu'il va avoir. Oui, On oscille entre un peu un côté vaudeville. Ah, est-ce que les gens vont deviner que Matt Murdock est Daredevil, etc. Avec entre autres l'invention à ce moment-là de Matt qui s'invente un frère Mike c'est vrai. Murdock, etc. On a les histoires d'amour, on a un côté très super-héroïque, très premier degré en fait dans les premiers tomes. Et, Avec L'Homme et Chasse ouais, aussi. voilà, ou Cyclone, si je dis pas de bêtises aussi dans les Oui, méchants. des héros très, très ancrés en fait dans leur époque, quoi.
Ouais, c'est ça, et il n'y a pas de spécificité en fait pour Daredevil pendant les premières années, ce qui fait que à la fois, comme tu dis, ça ne tutoie pas les sommets de Les vente, sommets, ouais. Mm. mais à la fois, ouais, c'est un personnage qui fonctionne bien. Et quand tu parles des auteurs qui viennent faire leurs armes, il y a entre autres Romita Senior qui va passer Oui. par Daredevil, parce que lui, son but, c'est d'arriver sur Spider-Man, mais il accepte en fait de passer là-dessus pour faire ses armes. Mais oui, il faudra attendre plus long que pour d'autres pour que ça se cristallise complètement, ne serait-ce qu'au niveau du costume. C'est vrai Oui. que on a le costume jaune dans les premiers épisodes, il faut attendre l'épisode 7 Hollywood pour qu'il obtienne son costume rouge si significatif. Dans les super-héros connus, c'est assez rare que ça mette autant de temps à se cristalliser autour du vrai costume. Non, en plus, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les interviews de Stan Lee, apparemment, la décision de le mettre en rouge était juste une demande des lecteurs. C'est-à-dire qu'il recevait un courrier et il était en mode genre, en rouge? Ok. Donc, franchement, quand il en parle, c'est super drôle parce que ça a l'air d'être très naturel et ils sont en mode genre, il n'y avait pas encore de panel, de trucs comme ça. À l'époque, tout se faisait vraiment au fil de l'eau et ils l'ont changé le costume est iconique. Et puis après, justement, comme tu le disais, il a connu quelques évolutions, les 2D ensuite sur le torse. Enfin, c'est un costume qui a quand même mis aussi pas mal de temps à se figer totalement, jusqu'à être iconisé par les dessinateurs mythiques dont on reparlera un peu plus tard. Et finalement, il a fallu attendre le run de Roger Mackenzie pour voir débarquer un petit nouveau, qui n'en veut, à savoir Frank Miller, qui, avec le numéro 158, va dessiner, puis ensuite va prendre les rênes de l'histoire et du dessin à partir du numéro 168, pour faire de ce personnage autre chose que ce qu'on réduisait à l'époque encore que comme le Batman de Marvel. Et il va l'emmener vers quelque chose de plus sombre, qui tranche vachement avec les codes de l'époque. Il va aller vers aussi quelque chose d'orientalisant avec un côté ninja, etc., qui maintenant semble être un gimmick usé jusqu'à la corde, mais qui à l'époque était extrêmement novateur en fait. D'autant qu'en plus, à cette époque-là, en 1980 aux États-Unis, sortait Shogun Assassin, qui était en fait un remontage des films Lone Wolf and Cub qui sortaient au Japon. Et Lone Wolf and Cub sort 7 ans plus tard en manga aux États-Unis avec des couvertures de Frank Miller. Ouais, Parce il y a qu'à une vraie l'époque, je filiation. pense qu'ils les avaient déjà lus ou les avaient déjà vus. Et clairement, au niveau des armes, au niveau de l'esthétique, Shogun Assassin était un grand choc pour beaucoup de gens. Et je pense qu'il avait déjà lu les mangas, ou en tout cas, il avait forcément été influencé par ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a un choc Frank Miller à ce moment-là. Le lectorat découvre un auteur, découvre un style, découvre une ambiance, et à travers ça, le personnage de Daredevil en est profondément modifié. Alors il en est profondément modifié aussi avec l'introduction de nouveaux personnages comme celui d'Electra. Oui, qui est à la fois le grand amour de Matt Murdock avec Karen, un des ennemis principaux aussi de Daredevil, une de ses plus grandes tragédies également. Enfin, c'est un personnage qui catalyse beaucoup de choses en fait. Tout à fait. Et il y a un côté réussite instantanée qui ne cesse d'émerveiller. Et j'ai envie de dire de modernité, c'est-à-dire que il y a, moi je peux avoir parfois un peu du mal à lire des comics, on va dire surtout qui datent d'avant les années 80, où le côté parfois très verbeux me freine un petit peu dans ma lecture. Euh, le Daredevil de Miller, je- ça se dévore encore aujourd'hui, ça n'a pas vieilli d'un poil. Mais c'est ce que disait Yann Graff, qui est un des spécialistes français du comics, qui justement trouvait que la narration de Miller était vraiment à l'os. C'est-à-dire qu'il enlève un peu toutes les affaîtreries narratives de l'époque et il en fait vraiment un bloc pur, vraiment d'action, de narration, et ça, enfin, c'est vraiment ouais, une révolution en tout cas. Et donc d'ailleurs en plus il y a pour le côté graphique, parce que aussi Miller avait dessiné un peu Daredevil quelques moments avant de reprendre les rênes du run, et il aurait eu apparemment un conseil de John Byrne, autre grand artiste qui a marqué son époque, qui lui disait justement que pour se réapproprier le personnage, il lui conseillait, donc en Du Cade, reprenant ouais, exactement, voilà, le Caïd, qui était au départ un méchant de Spider-Man, qui va devenir, dans le run de Miller, le grand antagoniste principal, sa némésis même, dans son run. Et donc, il lui a conseillé donc, de se réapproprier graphiquement le personnage, qui était dessiné à l'époque par John Romita Senior,
en lui disant de l'illuminer qu'une cigarette. Donc en fait, on a cette planche où, en 3 cases, on voit le caïd dessiné façon Romita, une cigarette, et là, le caïd apparaît façon Miller, un peu déformé, et c'est vraiment en tout cas déjà je trouve aussi le moment où il le baptise à sa manière et l'introduit dans le monde noir de Daredevil, et pour des histoires qui vont les emmener tous les deux très 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 profondément en enfer. Jusqu'à la naissance. Exactement. Transition toute trouvée justement avec peut-être un des nombreux sommets, si ce n'est le sommet en fait de l'œuvre de Miller sur le personnage. Born Again, on y reviendra, en 86. Ouais, j'ai presque envie de prendre un raccourci quand même et de prendre une demi-seconde de plus pour dire que c'est pas juste un sommet de Daredevil, C'est un c'est sommet un... du comics, ouais. Ouais, j'allais dire de Marvel, du comics, voire de la BD mondiale. Oui. Hein, j'ai pas envie de dire les choses à moitié. Voilà, moi j'ose les termes. En sachant que voilà, 86, l'année de publication, pour recontextualiser, on était quand même donc Born Again, donc ce Daredevil là qui sort de février à août. Au même moment, de février à juin, sort Dark Knight Returns de Frank Miller, aussi dessiné par Frank Miller et ancré, on l'a pas précisé jusqu'ici, par Klaus Johnson. Énorme encreur qui justement auquel Miller doit beaucoup, je pense, aussi en termes de dessin. D'ailleurs, on dit encreur, on pourrait presque dire plutôt finisseur, parce que c'est vrai que À l'époque, ouais. il y a il y a un côté Miller s'occupe énormément du découpage et du placement des personnages, etc. Et c'est Johnson qui va vraiment venir finir les dessins en fait. Et c'est pas en plus là-dedans il y a zéro critique du C'est pas travail de péjoratif, ouais, bien Miller. sûr. Non, non, c'était vraiment leur manière de travailler où Miller faisait une grosse partie du travail, mais où Johnson ne faisait pas que ancrer, mais vraiment finissait le dessin, quoi. Ouais, et puis en parlant de dessin, en août 86, donc le même mois de la parution du coup de Born Again, il y avait donc la sortie de Electra Assassin, donc dessiné De par Dick Frank Miller. Sienkiewicz, de Frank Miller encore, et de Frank Miller avec David Mazzucchelli, autre immense dessinateur avec lequel il y avait une symbiose avec Frank Miller, va commencer la série Batman Year One en 87. Et en parallèle, il faut aussi se dire qu'il y avait Watchmen qui commençait en fin d'année, Mutant Massacre des X-Men, donc bref, une année Et Squadron pivot pour le Suprême. comics, et Squadron Supreme, ouais, une de mes séries préférées de Mark Grunwald, qui bah, justement, tous ces œuvres-là arrivent en 2-3 ans à peine, sur le même laps de temps, et c'est assez dingo que justement bah, il y a eu ce cluster de comics qui ont révolutionné le médium. Ouais, c'était pas mal, hein. C'était, voilà, autant il y a des mieux avant que qui sont mieux que d'autres. Ouais, non, non, et c'est un peu à ce moment-là, en tout cas, il y a cette légende. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un sujet de débat? Mais que le personnage de Daredevil est un des mieux lotis de l'histoire des comics, dans le sens où il va enchaîner les runs d'énorme qualité. Alors, c'est vrai que il y a quand même encore un peu des hauts et des bas, mais à partir de l'arrivée de Miller, il y a quand même vachement de hauts. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, dans les hauts, un peu négligés, parce que comme beaucoup d'artistes qui passent après un grand artiste, c'est toujours un peu compliqué des fois de marquer autant, je pense. On parle d'Anno Shanti, qui est donc une femme qui est éditrice chez Marvel, et qui, bah, justement, elle dit, bah, en fait, le travail sur Daredevil était tellement bien que derrière, vu que je passais derrière, je me suis dit que j'allais tout donner, parce que de toute façon, tout le monde allait me détester de quoi qu'il en arrive. Donc, du coup, elle va proposer un run d'Ardeville servi par les dessins de Romita Junior qui sont à ce moment-là, je pense, un des sommets aussi de sa carrière et bah, qui vont aborder déjà à l'époque des thématiques plutôt libérales, écologiques et aussi ben, parler de la criminalité de manière très sociologique aussi, de décortiquer pourquoi les gens sont criminels et vraiment, ouais, non, elle arrive à faire avec ce run-là. Elle fait non, 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 mais à côté de ça, ce qui est marrant, c'est que elle fait tout un aspect complètement social, sociétal et où elle vient creuser des sillons politiques, quoi. Et à côté de ça, il y a des moments où Daredevil va affronter Ultron ou Mephisto. Et c'est vrai que elle part dans des trucs vachement plus comic bookiens que Ouais. le run de Miller qui était très terre à terre. Et elle n'hésite pas à aller dans des trucs vachement plus ésotérique par moment et à faire le grand écart. Et c'est en ça, je trouve que aussi le run de Nocenti, tu dis en gros, vas-y,
de toute façon, on va me critiquer, alors autant y aller à fond, et on voit qu'elle y va à fond justement avec des trucs comme ça, quoi. Elle met Daredevil face à des ennemis invincibles par rapport à son niveau de puissance, quoi, on a envie de dire. Ouais, et puis notamment dans les ennemis et aussi Love Interest qu'elle va créer, elle crée notamment le personnage majeur de Marie Typhoïde, qui est ben justement, elle l'a basée sur les stéréotypes sexistes qui peuvent exister sur les femmes, où justement on a une femme souffrant de double personnalité, qui est à la fois très timide, chétive, et qui, d'un autre côté, va être une espèce de psychotique pyromane. Je crois qu'elle peut. Il y a une Ouais, histoire aussi avec des pouvoirs un peu surnaturels, justement, avec le feu, qui est, ben, comme elle le dit, mélange. Alors attention, les oreilles chastes, donc les stéréotypes donc, de vierge, putain, féministe, girl scout. Littéralement, c'est ce qu'elle cite dans une interview comme caractéristique de son personnage. Un personnage qu'elle aime beaucoup écrire et que ça sent, et un personnage bah, qui aura aussi des développements majeurs, puisqu'on peut la retrouver actuellement mariée au caïd. une- un beau couple. C'est ça, c'est ça qui se ressemble, s'assemble, de cette manière. Mais ouais, après le run de Nocenti, on a notamment le run où il va endosser une armure, la Noir. Black Armor, la fameuse Black Armor, qu'on va retrouver d'ailleurs en collection épique ces jours-ci. C'est le tome Daredevil en disgrâce, donc qui reprend le run de Chichester, et avec entre autres au dessin McDaniel. Et après ça, il va avoir le fameux, on va dire, relaunch des années 90, 98 pour être précis, où on va avoir du coup une nouvelle série d'Ardeville, et où bah, l'enchaînement de scénaristes, encore une fois, est assez vertigineux, quoi. Ouais, en fait, ça commence au départ avec Quesada, qui était un artiste au départ, après qui est monté en grade chez Marvel, au point de diriger éditorialement un univers qu'on appellera l'univers Marvel Knight, et qui est en collaboration avec un réalisateur connu de l'époque, Kevin Smith, peut-être un peu moins connu maintenant, je dirais, mais c'est vraiment un pur produit des années 90-2000, Kevin Smith. Et Kevin Smith avait fait une histoire qui est assez connue et célébrée aujourd'hui, qu'on appelle Sous l'aile du diable. Et Quesada, en fait, au moment où Kevin Smith s'absente du titre d'Ardeville, va proposer à un auteur qui fait ses débuts, Brian Michael Bendis, fait ses débuts en indé, de remplacer Kevin Smith sur l'histoire Wake Up avec David Mack. Puis ensuite, vu que l'absence va se prolonger pour Kevin Smith, Brian Bendis va s'installer de manière beaucoup plus longue avec un autre artiste avec lequel il a déjà travaillé, Alex Malef. Et quel artiste! Ouais, le run Bendis Malef est un run bah, exceptionnel. C'est peut-être le moment où il y a une espèce de ah oui, c'est vraiment bien, et sur le long cours, Daredevil est redevenu au top du top. Certes, il y avait eu le Sous l'aile du diable de Kevin Smith et Quesada, mais c'était un arc, c'était plus un arc narratif, quoi, on va dire. Là, c'est un run au long cours qui marque énormément les esprits, quoi. Ouais, puis en plus, c'est le succès de ce run-là a fait que ben, derrière, il y a eu Alias et la pérennisation de l'univers urbain de Marvel et Ouais. des héros urbains avec le Punisher aussi. Enfin, il y a eu vraiment ouais, à ce moment-là une période de grâce, on peut le Mm. dire, sur ces titres-là, où justement Bendis écrivait deux des meilleurs titres de Marvel ever. Oui, et puis après Bendis, du coup, il y a l'arrivée d'un maître du polar, Ed Brubaker, alors qu'on connaît bien, notamment pour son run sur Captain America. Il a aussi fait énormément de polars maintenant en indé, entre autres avec Sean Phillips, et il en a également fait avec Michael Lark, qui est son co-auteur, du coup son dessinateur sur son run de Daredevil. Run de Daredevil qui est assez rigolo dans le sens où il prend vraiment la balle Mm. au bond de là où Bendis lui laisse. Donc il y a vraiment une continuité très directe entre ces deux runs d'exception. Et après ça, on peut quand même aussi citer ouais, un one-shot exceptionnel. On utilise beaucoup d'adjectifs laudatifs pour dire que tout ça est très bien, mais c'est vrai encore une fois que le Daredevil est quand même relativement gâté au fil des années. Ouais, et puis là, il est servi par rien de moins que le duo mythique Jeff Lobb et Tim Sale, qui, en fait, à la sortie donc, de le Halloween, avait l'idée de revenir
aux origines du personnage Daredevil, avec une histoire qui était en fait aux premières heures de Daredevil, au moment où il y avait encore Karen, Foggy et Matt, donc le trio tel qu'on peut le connaître et le suivre au début des aventures de Daredevil, avant, j'ai envie de dire, les malheurs qu'ils vont connaître dans les différents runs qu'on a pu évoquer, et aussi du coup revenir à une certaine forme d'innocence, tout ça dans une histoire qui n'aura aucun impact direct sur la continuité, mais qui permettra en fait au lecteur d'avoir une certaine résonance émotionnelle avec ce qu'il va voir, à savoir le moment où Karen était encore en vie dans la vie d'Ardeville et au moment où c'était les premières aventures, et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait avec Halloween et qu'ils ont refait après par la suite avec Spider-Man Bleu et aussi d'autres histoires plutôt maintenant rentrer dans l'histoire aussi des comics, et c'est assez beau parce que là on ressort le Daredevil jaune dans un format exceptionnel. J'ai encore utilisé le mot exceptionnel, désolé, mais là pour le coup aussi ça vaut le coup parce qu'en fait on est vraiment sur un très grand format avec un faux cuir jaune qui va marquer vraiment le côté full jaune en tout cas de cette histoire-là. Non, je disais un titre assez émouvant parce qu'en fait Tim Sale malheureusement nous a quittés prématurément, et dans l'introduction, Jeff Lobb signe une préface qui est très belle où il dit justement qu'il espère que Tim Sale là-haut a rejoint Karen. Donc disons que ça fait un peu bizarre de relire Daredevil jaune dans ce contexte-là, et c'est vraiment, je pense, une des plus belles histoires courtes de Daredevil que vous pourrez lire et qui est, je pense, moi, vraiment un très bon point d'entrée dans le personnage aussi. À côté de ça, en continuité, on a aussi le run de Deagle avec Shadowland. Et en fait, c'est une espèce de chute de Daredevil qui commence à partir de sous l'aile du diable, Bendis, Brubaker, Shadowland. Donc Daredevil a touché le fond. Et juste après ça, on a Mark Waid, du coup, pareil, scénariste réputé et ayant de largement de l'expérience de tous les personnages Marvel ou DC d'ailleurs, qui reprend l'écriture de l'homme sans peur, et qui va être presque assez vite, j'ai envie de dire, rejoint par Chris Samney au dessin. Et ensemble, ils vont livrer une nouvelle page exceptionnelle de l'histoire de Daredevil. Promis, on a du vocabulaire aussi, hein. Et le fait est que il choisit de prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qui a été fait. On a vu qu'on a beaucoup parlé des moments tristes, des moments durs de Daredevil. Mark Waid, certes, va aussi quand même mettre Daredevil et Matt Murdock dans des situations compliquées et difficiles, et dont il ne se sort pas toujours indemne, mais à côté de ça, va choisir un angle, aussi avec les premiers épisodes dessinés par Marcos Martin d'ailleurs, va choisir un angle beaucoup plus super-héroïque et joyeux que ce qui avait été fait ces dernières années. Et ouais, le run, l'intégralité du run de Mark Waid, et tout particulièrement la partie illustrée par Chris Samney, c'est un énorme bonheur. C'est vraiment en fin d'émission, là on va vous conseiller un peu nos coups de cœur ou nos portes d'entrée. Je le mets pas le run de Wade parce que c'est quand même, on le publie en 2 omnibus, donc c'est un peu compliqué à proposer en porte d'entrée pour des noobs qui veulent découvrir le personnage, mais il m'est passé par la tête, hein, quand même, parce que vraiment en termes de qualité, il se pose là, hein. Comme tu le dis, déjà Mark Waid, il a toujours eu comme ambition, quand on l'écoute en interview, d'écrire des comics qui soient positifs, et aussi pas positifs dans le sens où il faut forcément que ça parle que ce soit niais entre guillemets, mais il trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire des personnages de manière ouais, justement positive et de pas sombrer dans le cynisme, parce que c'est vrai que Daredevil, un peu comme Batman justement, peut-être tomber dans cette facilité-là Tu veux en dire que apparence. ce sont des personnages, Daredevil ou Batman, qui peuvent passer une moitié d'épisode installés sur une gargouille pendant qu'il pleut, et Pendant qu'il pleut, ouais. en se tenant la tête entre les mains, et en se disant qu'ils ont une vie extrêmement difficile? Disons que c'est intéressant parce que c'est deux personnages qui ont tous les deux été magnifiés par Frank Miller, et deux personnages dans lesquels l'écueil consiste à les faire tomber systématiquement dans des tragédies de plus en plus tragiques. Et c'est vrai que ce que je trouve très intéressant, c'est que Mark Waid évite totalement cet écueil en
en essayant de faire une histoire dans laquelle on croit, dans laquelle on s'investit émotionnellement. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à faire que de faire une histoire dans laquelle oh non, je vais encore très mal, je vais très très mal. Et ça, du coup, il sort un peu de ce côté un peu adolescent qu'on pourra des fois reprocher à une écriture sur des personnages torturés. Et justement, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de lire le Mark Waid en ayant en tête l'histoire du personnage, parce que c'est vraiment quelque chose qui détonne de manière exceptionnelle. Non, mais c'est vrai que, comme on dit, on va parler dans peu de temps des conseils de porte d'entrée ou nos histoires préférées ou les choses comme ça. Mark Waid, ce serait pile dans une troisième catégorie qui pourrait être le pour approfondir. Vous avez déjà lu du Daredevil, vous avez déjà lu Miller ou Bendis? Bah, maintenant, allez lire Wade parce que vous allez voir une nouvelle facette du personnage et vous allez découvrir que il n'est pas juste celui qui se complaint sur une gargouille sous la pluie. Et après, ben, tu l'as pu l'évoquer, il y a eu pas mal de scénaristes qui se sont succédés suite à Wade. Je pense notamment à Charles Soule, mais surtout celui qui a vraiment marqué récemment l'empreinte du personnage, enfin son empreinte pardon, sur le personnage, ça va être Chip Zdarsky. Chip Zdarsky qui a fait un run pareil, coécrit j'ai envie de dire aussi, parce que c'est vrai que Marco Checchetto, le dessinateur, a quand même graphiquement façonné des personnages ou des nouvelles manières de représenter les personnages d'Ardeville, notamment Electra. Et c'est un run dont on a déjà pu parler nous, dans une émission précédente. Je crois que c'est l'émission de février. Et qu'on vous conseille d'écouter pour en venir plus en détail sur cette histoire-là. Mais oui, ça reste le run de Zarsky, sans refaire l'émission de février justement, ça reste aussi un des runs très qualitatifs sur le personnage dans les runs très récents. Et on a vraiment hâte aussi que vous puissiez découvrir en VF le run qui vient de commencer de Saladin Ahmed et notamment Aaron Kuder au dessin, qui va trouver des nouveaux angles sur comment faire vivre le personnage de Daredevil et c'est assez original et j'ai un très bon sentiment sur le premier arc, mais j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller en plus par la suite et voilà, c'est vrai en tout cas il y a toutes les germes pour que ce soit encore une fois un excellent run sur le personnage. Et donc, toi, ce serait quoi l'histoire que tu conseillerais au, comme tu dis, noob du personnage? Bah, vous êtes nouveau lecteur, vous connaissez très peu d'Ardeville, vous voulez découvrir le perso. Euh, je sais déjà ce que tu vas conseiller, donc je le conseille pas, mais c'est un très bon conseil. Et moi, de mon côté, je conseillerais Sous l'aile du diable, justement, de Kevin Smith et Joe Quesada, parce que ça fonctionne vachement bien. Pour le coup, c'est pas mon récit préféré. Je le placerai pas dans mon top 5 de récits préférés de Daredevil. Mais je pense que il remplit un des meilleurs contrats pour les nouveaux lecteurs. Il nous présente vraiment bien justement le côté tragédie grecque du personnage de Daredevil. Il joue sur les attentes qu'a le personnage même vis-à-vis de la religion et des choses comme ça, et quel va être vraiment son adversaire dans ce récit. Et c'est sublimé par les dessins de Quesada qui reste un des dessinateurs les plus efficaces sur le personnage de l'homme sans peur. Et toi, quel est ton coup de cœur? Bah, c'est un peu triste parce que c'est les mêmes que ceux que tu vas mettre en histoire préférée. Parce que donc c'est Born Again, donc Renaissance, et L'Homme sans peur. Parce que voilà, L'Homme sans peur, c'est une origin story dont je te laisserai parler plus tard. Et Born Again, donc Renaissance, c'est l'histoire dont je parlais tout à l'heure. Histoire sortie en 86, qui va vraiment, je trouve, cristalliser tout ce qui fait la force du run de Miller. Donc la dimension tragique chrétienne du personnage. On a chaque chapitre qui s'ouvre en fait sur une vue de haut de Matt Murdock, dont certaines sont clairement des citations religieuses, notamment avec une nonne, des choses comme ça qui peuvent beaucoup faire penser à la Pietà. Et dans Born Again, donc aussi pareil, Born Again, référence chrétienne s'il en est, Daredevil va aller en enfer et remonter. Et sa route va croiser Karen, le caïd, et c'est vraiment un récit qui va emmener le personnage très loin au niveau noirceur. C'est servi par les dessins fabuleux de David Mazzucchelli, qui justement va après derrière sublimer Batman dans la Year One l'année après.
Et c'est vraiment, je pense, ouais, l'histoire, parce que c'est pas très long en plus, c'est 4 numéros qui, selon les éditions, contiennent, enfin, sont des fois complétés par 1 ou 2 numéros qui se passent avant et après. Mais disons que la racine même de l'histoire est absolument fabuleuse, très violente, très noire. Il y a de l'héroïne, il y a de la drogue, il y a de la violence. Et c'est un petit miracle vraiment. Et je pense que c'est une série, ou en tout cas une mini-série, qui est impérative de lire quand on aime la bande dessinée. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui, Voilà. oui, pardon. Je sors pas toujours cette carte-là, mais c'est vrai que là, pour le coup, on peut Ouais, oui, non, 10 mais fois la voilà, sortir là, je pense. il faut le dire, c'est voilà, c'est un chef-d'œuvre. Born Again, Renaissance en VF. On utilise le terme, on utilise souvent son nom VO parce que c'est vrai que voilà, il y a une mystique autour de Born Again. C'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable, c'est un de mes titres préférés de Daredevil, c'est un de mes titres préférés Marvel, c'est formidable. Et oui, David Mazzucchelli sert en plus, je tiens à dire, il fait des miracles sur Born Again, il fait des miracles toujours avec Frank Miller, donc sur Year One, comme tu le dis, mais il fait aussi des miracles tout seul. Je pense qu'on oublie un petit peu, et là je sors complètement de la sphère super-héroïque, mais on oublie un petit peu Asterios Polype de David Mazzucchelli, qui est une perle de littérature indé que je conseille fortement. Et du coup, bah en fait, je vais enchaîner avec mon histoire préférée de Daredevil. Alors, ça pourrait être Born Again, mais vu qu'on vient d'en parler, je vais utiliser l'autre carte et je vais parler de L'Homme sans peur, donc toujours de Frank Miller. Cette fois-ci illustré, c'est pas par Frank Miller parce que Frank Miller illustre donc la plupart de ses récits, mais donc il est avec David Mazzucchelli sur Born Again, et il est avec John Romita Jr. sur L'Homme sans peur. Et ancré par Johnson aussi, je crois. Oui, je crois aussi, hein. Et c'est un John Romita Jr. au top de sa forme, hein. Pareil, on pourrait essayer de mitiger des. Non, vraiment, c'est le moment où il, il est inarrêtable. Et c'est en fait la genèse, hein, de Daredevil. C'est le moment juste avant qu'il devienne vraiment Daredevil, Matt Murdock. C'est sa rencontre avec Elektra Natchios. C'est une Elektra qui est magnifique, hein, sous les traits de John Romita. C'est à la fois la genèse, à la fois un récit définitif. Pareil, quoi. Oui, c'est peut-être un peu moins bien que Born Again, mais bon, on est en train de parler de chef-d'œuvre, donc Oui, 9 sur 10, 10 sur 10, quoi. j'ai envie de dire 9,9 sur 10, quoi, versus 10 sur 10. Non, on est sur d'excellents récits, hein. Et encore une fois, si vous les avez pas lus et que vous êtes un tant soit peu intéressé par Daredevil ou que vous avez déjà lu du Daredevil et que vous avez aimé, c'est des passages obligés, quoi, vraiment. Et puis ces deux récits, si j'ai pas de bêtises, pour le cas de la série Netflix Daredevil, si L'Homme sans peur a été adapté dans la saison 1, Born Again, c'est la base de la saison 3, si j'ai pas Ouais, de voilà, bêtises. c'est les deux sont Donc en vrai, si vous avez découvert le personnage par la série, c'est carrément en fait les deux récits vers lesquels vous tournez. Et même, on peut dire Man Without Fear, c'est la saison 1, mais c'est aussi un peu la saison 2, parce que justement le personnage d'Electra est introduit dans la saison Ah 2 d'accord. de Daredevil de Netflix. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces récits-là infusent toute la série Daredevil de Netflix, quoi. Et quant à moi, mon histoire préférée donc, de Daredevil, c'est une histoire que je trouve vraiment très intéressante dans sa manière de raconter l'histoire de Daredevil, puisque, comme souvent, je trouve ça intéressant les histoires autour d'un personnage où le personnage n'est pas vraiment présent, ou plutôt présent à travers les yeux des personnages qui l'entourent, parce que je trouve que c'est là comme ça qu'on arrive à créer une mythologie autour d'un personnage. C'est le cas par exemple dans Gotham Central avec Batman, et là c'est le cas aussi dans le Décalogue, encore une référence religieuse. Puisque donc on se retrouve dans cette série d'épisodes signé Brian Michael Bendis, et que vous pouvez retrouver dans le tome 4 de l'édition qu'on a faite en Deluxe, un groupe de paroles où en fait chaque personne va expliquer son rapport à Daredevil et comment elle l'a connu. Et selon les récits, on va avoir des récits et des manières de décrire Daredevil différentes, et ils ne se rendent pas compte que parmi les personnes qui sont dans la pièce, il y a Daredevil qui est présent. J'en dis pas plus pour pas gâcher la surprise, mais c'est une merveille d'écriture, une merveille de dessin et de narration et de découpage signé Alex Malef, et c'est fabuleux, absolument
Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que l'ensemble des conseils et des runs qu'on a évoqués seront mis en lien dans la description, histoire que vous puissiez retrouver de manière assez efficace tous les titres dont on vous a parlé. Et ben voilà, je crois qu'on a survolé 60 ans d'aventures bondissantes et de l'homme sans peur. Ce ne fut pas chose aisée, mais nous étions bien accompagnés l'un avec l'autre dans cette tâche. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau Paninicast dédié au programme du mois et un autre Paninicast dédié à un auteur ou à un personnage de la Maison des Idées. Ciao!